À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur Référence Petite Enfance. Cette semaine, c'est la semaine du handicap, un sujet sur lequel j'ai pas une grande expertise. J'ai remarqué pourtant que dans les crèches, il y a une appétence pour ce sujet. Il y a plein de formations sur l'accueil d'un enfant handicapé et en plus elles sont très demandées par les pros de la petite enfance. D'ailleurs moi dans mes équipes, il y a pas mal de pros de la petite enfance qui m'ont demandé ces formations et qui ont suivi ces formations. Mais ce qui m'a vraiment toujours surprise, c'est que en 16 ans de gestion de crèche, j'ai jamais eu de demande de famille pour un enfant handicapé. Et d'ailleurs, c'est un constat que j'ai partagé avec des confrères. Il y a pas mal de micro-crèches avec qui on en a discuté dans notre fédération. Et il n'y a pas que moi qui en témoigne. Alors là, en ce moment, je vois qu'il y a des projets d'accueil inclusif qui se développent. Ça existait déjà, mais on en parle un peu plus. Et la loi a aussi évolué puisqu'en 2021, rendre l'accueil inclusif possible dans les crèches, c'est une obligation dans le Code de la santé publique maintenant. Donc c'est un sujet important pour moi et dans la petite enfance en général. C'est pour ça que j'ai réfléchi à qui je pourrais inviter pour parler de ce sujet. Quelqu'un de pertinent, de concerné, mais aussi quelqu'un qui sort un peu des sentiers battus. Alors j'ai choisi d'inviter une storytelleuse, Céline Steyer, comme ça on va pas s'ennuyer. Et Céline Steyer, c'est une héroïne de notre quotidien. Céline a une agénésie de la main, c'est un handicap visible. Elle-même n'a pas fréquenté la crèche en tant qu'enfant, mais elle l'a fréquentée en tant que parent. Et c'est de ça qu'elle va nous parler aujourd'hui. Je vous laisse découvrir Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Alors voilà, j'ai mis les pieds dans le plat tout de suite. Donc Céline, tu as un handicap visible et surtout tu es auteure de plusieurs podcasts, dont un podcast très connu par les parents et les enfants qui s'appelle Nouvelles Héroïnes. Et je dois dire que je l'écoute avec ma fille qui a 7 ans. C'est pas forcément un podcast pour les tout petits qu'on écoutera en crèche, mais plutôt pour les grands frères et les grandes sœurs. Exactement, tout à fait, très bien introduit. Merci beaucoup. Je suis Céline, je suis maman de 2 petites filles de 2 ans et demi et 4 ans et demi qui ont toutes les 2 été en crèche. Ma dernière est toujours en crèche en grande section. Et comme tu l'as dit, je suis née avec une agénésie de la main gauche. Alors une agénésie, c'est un manquement d'un membre qui peut être soit un membre inférieur ou supérieur, donc les bras, les jambes. Et il y a très peu de cas en France, c'est 1500 bébés qui naissent avec une agénésie chaque année. Et la particularité, c'est que quand je suis née, comme je suis née dans les années 80, à l'époque il n'y avait pas d'échographie, donc ce fut une surprise pour mes parents. Et le mot agénésie, et même le mot handicap, n'a jamais été mis sur cette petite main en fait, parce que pour moi ça a toujours été une petite main et elle a toujours été définie comme petite main pour mes parents et pour les autres, comme agénésie. En fait on n'a jamais mis de mot handicap et j'ai grandi de la façon la plus naturelle possible, la plus, j'ai envie de dire, normale, même si j'aime pas du tout ce mot. J'ai pas été en crèche, mais j'étais en halte garderie et quand j'ai parlé un peu avec ma maman, elle a pas de souvenir précis bébé de moi en collectivité en fait, ou même d'événements qui s'étaient passés en collectivité. Ce que je peux te dire, c'est que comme j'avais la pince, c'est-à-dire que je peux attraper les choses avec ma main gauche. Je suis droitière forcément, mais je peux attraper les choses, je peux attraper mon micro, je porte mes filles aujourd'hui, donc j'ai une pince. Donc ça m'a jamais gênée dans mon quotidien. Après je pense que j'ai dû compenser, c'est-à-dire que je fais du ski avec un bâton, j'ai jamais monté à la corde, j'ai jamais fait d'escalade, mais j'ai raconté des histoires d'une championne de para-escalade dans le podcast. Donc voilà, moi petite, en tout cas dans la petite enfance, j'ai pas de souvenirs. À 5 ans, qui est vraiment l'entre-deux, tu sors de la petite enfance, t'es à l'école, on m'a traitée de sorcière. Et c'est un moment de ma vie, de moi, de mon enfance, qui m'est marqué, parce que, on va pas dire 40 ans plus tard, mais bien 35 ans et des paillettes plus tard, je m'en souviens encore. Et quand je suis devenue maman, j'ai eu cette rencontre avec une gynécologue en maternité, et j'y suis allée, tu vois, c'était pour ma première grossesse, j'y suis allée, on fait un rendez-vous gynécologique. Et à un moment donné, elle me dit « Vous allez devoir passer
un examen, un test, pour savoir si vous pouvez porter votre bébé. Et moi, en 35 ans, je ne m'étais jamais posé la question de moi, maman, est-ce que je vais pouvoir porter mon bébé ? Donc j'ai passé des tests. Dans le 14e, je crois qu'il y a un institut où tu fais des tests, tu portes un bébé, tu changes une couche, tu lui donnes le bain. Donc on m'a dit, ben voilà, pour donner le bain, il va falloir une baignoire surélevée. Il va falloir en fait aménager votre quotidien pour pouvoir accueillir ce bébé. Et moi, je pensais absolument pas que c'était possible. Mais ça t'a aidé. Enfin, tu trouvais ça positif et intéressant ou bizarre ? Non, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé, peut-être que ma main, qui n'avait jamais été un handicap dans ma vie, pouvait le devenir pour moi en tant que maman. Et on m'a même fait passer des tests. J'ai dû simuler un accouchement. Tu vois, j'étais à la maternité. On m'a mis sur le fauteuil et je me suis dit, mais comment ma main peut gêner un accouchement ? Enfin, tu vois, c'est bizarre. C'est hyper bizarre. Et voilà. Et ma première fille est née. Je me pose pas vraiment de questions. Tout est naturel. Je la porte. Est-ce que tu as pris du coup les baignoires spéciales Non. et tout ça ? Non, je l'ai pas pris. Mon mari l'a pas encouragé non plus. Il m'a dit, mais on se débrouillera. Enfin, ça lui même pas venu à l'esprit. Et donc, Madeleine, ma première fille, je l'ai mise en crèche à 6 mois, dans une crèche en face de chez nous, donc une crèche publique. Elle a fait sa première année, sa deuxième année, sa troisième année. Et en grande section, quand je vais la chercher, je me retrouve en fait dans la cour. En fait, tu passes un sas et tu te retrouves dans la cour de récréation. Et ce qu'il faut savoir, et c'est là que je me suis rendu compte, c'est que ma main, quand je suis debout, elle est à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que autant un adulte ne va pas la voir tout de suite parce que l'adulte va me regarder dans les yeux, mais un enfant, il va regarder ma main parce que c'est à hauteur d'enfant. Ouais, je vois. En fait, la première chose qu'il va voir de toi, c'est ta main. C'est ma main. Et à ce moment-là, donc Madeleine a 2 ans et demi, elle est vraiment en grande section, et il y a des enfants qui commencent à parler, qui commencent à verbaliser ce qu'ils voient, et qui disent « Pourquoi ta maman n'a pas de main ? Pourquoi ta maman a une petite main ?» Et c'est pas un cas isolé. C'est soit t'as un enfant qui va verbaliser, soit t'as un enfant qui va en permanence regarder. Et à chaque fois que je viens, il continue. Et donc là, je réalise, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Parce qu'en fait, je pensais pas à un moment donné devoir expliquer, vu que moi, j'avais jamais dû expliquer aux gens de presque toute ma vie ou jusqu'à 20 ans l'origine de ma main. Il va falloir que j'explique aux enfants pourquoi j'ai cette main. Tu vois, ça c'est étonnant pour moi parce que, en fait, le fait de me rendre compte que toi, en tant que maman, la première fois que tu es confrontée à ce point d'interrogation, c'est en crèche, en fait, j'aurais jamais cru. Pour moi, je pensais que ça t'était arrivé 1000 fois avant et que du coup, tu étais rompue à l'exercice. Mais en fait, c'est le fait d'arriver en crèche qui t'a amené à te poser cette question du regard de l'autre. Alors, j'ai eu, lors d'entretiens d'embauche, des adultes qui m'ont dit comment vous vivez votre handicap. Mais là, c'était des enfants et ça implique... En fait, je pense que j'étais beaucoup plus réceptive parce que ma fille était à côté. Et en fait, cette projection de les enfants se posent la question m'a fait prendre conscience. Ça veut dire que ma fille va se poser aussi des questions. Et que peut-être que ma fille, demain, elle va avoir un sentiment de honte. Ou elle va devoir expliquer à d'autres enfants. Et là, j'ai vraiment pris conscience parce que ma maternité était impliquée. C'était plus le copain d'une copine. Enfin, c'était moi, ma fille et ses copains. Ouais, tu te sens responsable en fait de ce qui va arriver à ta fille. Et du coup, tu as envie de trouver les meilleures solutions. Mais toi, en tant que personne et pas en tant que maman, est-ce que tu te sentais mal par rapport au regard des autres dans cette crèche quand les enfants ils étaient dans cette observation? Est-ce que tu étais en difficulté ou pour toi, voilà, c'est un événement qui est normal, les gens ils ont un regard un peu gênant, voilà quoi. Ça a fait prendre conscience et je pense que ça a été aussi lié après à ma façon d'expliquer les choses et les histoires que je racontais dans le podcast. C'est que d'expliquer le pourquoi des choses. D'expliquer tout simplement. Et quand j'ai eu cette première confrontation, je suis rentrée à la maison avec Madeleine et je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué, voilà, ta maman, elle est née avec une agénésie. Une agénésie, c'est quoi ? C'est dans le ventre de maman, de ta grand-mère, sa main n'a pas grandi. Et en fait, je lui ai expliqué avec des mots d'enfant. Et je lui ai surtout dit que cette main, elle faisait des grandes choses. Parce qu'elle te portait,
elle t'avait donné naissance, elle te donnait à manger, elle te réconfortait. Donc en fait, je lui ai donné des exemples de sa vie quotidienne pour lui expliquer les choses. Et en fait, je lui ai surtout dit, et ça c'était une amie un jour, sa fille avait dit que ma main c'était une main magique. Mais elle n'avait pas demandé ce que c'était, elle m'a dit c'est la main magique. Ou ma nièce qui avait dit c'est la main crabe. Et à ce moment-là, je me suis dit voilà, c'est la main magique. Cette main, elle est magique et c'est comme ça, Madeleine, que tu vas l'expliquer à tes camarades. Parce qu'en tant qu'adulte, c'est bien d'expliquer les choses avec nos mots, mais elle, si elle l'explique à ses copains, ça la met aussi dans une posture de « Regardez, moi je suis grande, je peux expliquer le pourquoi du pourquoi du pourquoi ». Et en grande section, on est dans cette phase où les enfants, ils posent en permanence « Pourquoi ». Et à ce moment-là, Madeleine est devenue presque ma porte-parole. C'est-à-dire que quand des enfants au parc, à la plage, n'importe où, demandent « Qu'est-ce qu'elle a ta maman ?», je dis « C'est la main magique » et elle fait plein de choses. Et ça, j'ai vraiment pris conscience que quand on explique les choses aux enfants, ils vont pas en avoir honte et ils vont pouvoir l'expliquer aux autres. Alors c'est ta première fille, t'étais pas encore auteur des Nouvelles Héroïnes. J'avais déjà lancé un épisode. J'avais déjà lancé un épisode. Mais j'avais pas relancé. En fait, j'avais lancé un épisode la veille de mon accouchement de ma deuxième fille. Et donc, j'avais pas encore relancé. J'avais toujours cette vision de parler du handicap, qu'il soit visible ou invisible. Mais là, j'ai vraiment compris la force et le pouvoir d'expliquer l'histoire d'une personne qui naissait avec un handicap et comment l'expliquer aux enfants. Donc ton podcast Nouvelles Héroïnes, c'est un podcast qui parle pas que de personnes handicapées, tu parles de tas d'histoires de femmes. Et est-ce qu'au début, quand tu as créé Nouvelles Héroïnes, tu as fait le lien entre ton histoire avec ce handicap ? Ou est-ce que c'est plus tard ? Moi, j'ai eu l'impression que c'est venu après, où tu as pris conscience d'un message peut-être que tu avais besoin de sortir avec ce podcast ? Je pense que c'est vraiment effectivement par la suite. C'est un peu comme une mission, parce que en racontant les histoires d'autres femmes, tu te racontes ta propre histoire, tu revis ces événements. J'ai revécu l'histoire, on m'avait traité de sorcière à l'âge de 5 ans. Et comme là, je devenais maman d'une deuxième petite fille, j'avais vraiment pour objectif de leur transmettre quelque chose et d'être un peu ce porte-parole ou cette voix qui rend visible ce qui peut être invisible ou visible, enfin en tout cas ce qui est invisibilisé aujourd'hui dans la société et dans la cour de récréation. Ouais, moi quand je l'écoute avec ma fille, j'ai l'impression que t'essayes de dire, enfin moi ce que j'aime bien en fait par rapport à ma fille, c'est le message de dire on a tous peut-être un handicap, on a tous quelque chose qui va pas, qui nous bloque, mais on peut tous réussir, avoir la force de la persévérance. Ouais, c'est mon message subliminal, évidemment. L'objectif, c'est vraiment d'expliquer les choses. Ouais. D'expliquer le pourquoi une jeune femme peut naître sourde, une jeune femme peut naître malvoyante. Je pense que vraiment, quand tu expliques, et je l'ai vu quand je l'ai expliqué à Madeleine, elle n'a pas été dans l'ignorance. Et donc maintenant, systématiquement, quand j'ai un enfant qui me demande ou qui me regarde, qui a ce regard, je vais lui expliquer. Et je vais lui dire, tu sais, ma main, elle n'a pas grandi dans le ventre de ma maman, mais ça n'empêche pas de faire des grandes choses. Et quand tu expliques ça, des phrases toutes simples. Toutes simples, ouais. Et bien en fait, ils comprennent. Alors du coup, tu nous as pas dit comment ça s'est terminé avec la crèche. Est-ce qu'il y a eu quelque chose ? Est-ce que tu as fait une intervention ? Est-ce que tu en as parlé avec la directrice ? Non, j'en ai pas parlé avec la directrice parce que pour moi, je l'avais pas vécu comme un incident, tu vois. Mais ça m'a donné cette envie d'aller au-delà, c'est-à-dire que je suis certainement pas la seule maman ou parent qui a un enfant en crèche, qui a un handicap, et du coup, de faire venir peut-être les parents, de leur expliquer, ou que chaque enfant... Alors, en dernière section, c'est dur de verbaliser tout ça, mais il y a une petite fille, je sais pas si tu te souviens, sur LinkedIn, il y a quelque temps, il y avait une maman qui avait posté une photo de sa fille qui avait aussi une agénésie, et qui avait expliqué à sa classe de CP pourquoi elle avait ça, comment elle était née, comment elle vivait son quotidien. Et en fait, son post, je crois qu'il avait fait 5 millions de vues, donc ça veut dire qu'il y a un vrai sujet. Peut-être d'expliquer, tu vois, dans les cafés des parents, il y a des cafés des parents dans les crèches, de faire venir peut-être 1, 2 parents qui expliquent aux autres enfants. Quand on fait venir un parent pour jouer de la guitare, on peut faire aussi venir un parent pour expliquer son handicap, pour expliquer ses origines, pour expliquer son quotidien de métier. Enfin, je pense qu'il faut être dans une ouverture
Même, tu vois, je me suis dit, pourquoi on ferait pas un tableau des parents ? On met la photo des enfants au porte-manteau. Pourquoi on met pas la photo des parents ? Pourquoi on n'explique pas les parents ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Parce que ça va les ouvrir. Parce qu'on sait que la petite enfance, c'est ce qui va les structurer, ce qui va les construire ensuite pour la maternelle. Que la maternelle, c'est beaucoup plus compliqué. La crèche, on est dans un cocon. La maternelle, c'est la jungle. Voilà, c'est une collectivité. C'est-à-dire qu'on peut encore faire des choses, en fait, au niveau de la crèche. Et ce que tu dis, c'est qu'en fait, faire intervenir le parent au moment de la crèche, ça va ouvrir le champ, ouvrir l'esprit et permettre d'expliquer plein de choses. Et ensuite, quand on arrive à l'école, on est prêt, en fait. On est prêt. Et finalement, là, il y a eu un non-dit. Ça n'a pas été verbalisé, c'était pas négatif non plus. C'était pas négatif et honnêtement, je jette pas du tout la pierre parce que... moi, je crois que t'es très contente de ta crèche. J'adore, moi je les adore. Et je pense qu'on n'a pas les bons mots en face. Comment expliquer quand c'est pas ta propre vie ? Et puis c'est pas facile quand c'est pas toi qui as le handicap. Exactement. D'aller voir la personne et de mettre le doigt dessus en fait. Nous les adultes, du coup, contrairement aux enfants, on essaye d'être discret et de pas montrer du doigt, de pas dire madame, est-ce que vous voulez bien me parler de votre main ? Exactement. Mais d'un autre côté, comment est-ce qu'on pourrait nouer ce dialogue ? Il faudrait créer le dialogue. En fait, que ce soit le parent ou le pro, il faudrait que quelqu'un lève la main et dise est-ce que ça vous dirait de faire parce une petite séance, ils viennent bien nous demander est-ce que vous jouez d'un instrument ? Oui. Ça peut être dans le formulaire de début d'année, ça peut être les parents délégués de crèche qui demandent est-ce qu'il y a un parent qui aimerait partager son histoire ? Parce qu'en fait, tous les parents ont des super histoires à raconter. Donc plutôt que de raconter l'histoire de Trotro, de Petit Ours Brun, de Choupi, les parents peuvent raconter leur histoire. Ouais. Et je pense que ce serait vachement plus riche, au-delà du handicap, de sortir de ce prisme et de montrer aux enfants qu'on est tous différents, qu'on a des origines différentes. Disons que c'est une bonne occasion, tu vois. C'était écrit d'ailleurs dans le rapport de Sylviane Jampineau il y a quelques années, où elle disait que c'était une formidable fenêtre d'ouverture, justement, quand il y avait un enfant. Alors, un parent, c'est pareil, en fait. Quand il y a un handicap qui est là, et ça permet de relativiser aussi la normalité et le fait que, du coup, ça permet d'envisager la complexité de tout le groupe, quoi. Donc, ça ouvre, en fait, plein de réflexions. J'avais interviewé Sarah Lancry, qui est une jeune femme malvoyante et qui, elle, a été en crèche. Et elle m'expliquait que tous les jeux qui font le loup, comme elle peut pas voir, en fait, ça devenait presque une enquête. Ils avaient des codes secrets, tu vois, donc ils devaient toucher 2 fois. Et donc, en fait, il y avait comme un jeu. Ils avaient créé des jeux autour de ces handicaps. Donc, la personne n'était plus invisibilisée et elle devenait presque maître du jeu. Donc, on lui donnait, en fait, une nouvelle place. Ouais. Et elle n'était pas exclue. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et dans la crèche, alors quand on est en première ou moyenne section, c'est encore compliqué parce qu'on ne verbalise pas, et l'apprentissage de la parole est assez inégal sur tous les enfants. Mais je pense que la dernière année, celle qui nous prépare à l'école, pour moi, c'est vraiment cette période un peu charnière, quoi. Ouais, c'est une période cruciale. C'est une période cruciale. On les prépare au grand bain de la collectivité, de la classe. Et là, c'est primordial d'avoir ce discours. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il faudrait organiser des petits temps d'échange avec le parent qui a ce handicap, ou même qui a un enfant qui a un handicap, mais en tout cas, pouvoir parler dans des mots simples, verbaliser les choses, que ce soit pour les enfants ou les pros d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui connaissent pas forcément la situation, mais les pros aussi, parfois, ils n'osent pas dire, mais en fait, ils ont plein de questions. Est-ce que tu as d'autres conseils pour nous, les crèches ? Alors moi, bien sûr, les livres. T'es une grande lectrice. Je suis une grande lectrice. Je veille, et j'ai toujours veillé en fait à ce que ma fille n'écoute pas, ne lise pas du Choupi. On y vient. Il y a toujours un peu de Choupi, un peu de trop. Ce pauvre Choupi, tout le monde le boycotte. Mais en fait, il y a des très très beaux livres et je voulais t'en parler. Alors, il y a un livre que moi j'adore, que je recommande parce que c'est un peu mon histoire et c'est un livre que j'aurais adoré que mes parents lisent, qui s'appelle Main Oiseau. Donc c'est aux éditions Motus de Benoît Lemainet et Marianne Ferrer. Je te lis le petit texte. Lorsqu'on est avec 3 doigts à une main, la vie peut parfois se montrer féroce, mais cette petite main différente peut aussi se changer en main oiseau, s'élever et emporter les chagrins sur ses ailes. Ce que je trouve magnifique, c'est qu'on utilise ces mots, ces images pour expliquer aux enfants. Et ça se lit en crèche.
Il y a des images, c'est des très belles illustrations. Ah ouais, c'est très beau. Hein. C'est très très beau, c'est doux. C'est un papa en fait qui écrit son histoire. Et je trouve que c'est merveilleux. C'est vraiment un livre que je recommande, que j'ai découvert sur une bibliothèque qui s'appelle Les livres qui s'aiment. Okay. Une librairie inclusive pour les enfants de 0 à 12 ans. Ensuite, il y a un autre livre que tu connais peut-être déjà, qui s'appelle Les gens sont beaux, de Baptiste Beaulieu, qui va au-delà du handicap, qui va raconter en fait des histoires d'enfants qui viennent de tous les côtés. On est tous différents. On est tous différents. Et je trouve que c'est un très beau livre. Et ça peut se lire, ça peut être une histoire, on peut aussi inviter les enfants à la dessiner. Tu vois, on peut lire l'histoire et puis dessiner. Alors, si, en dernière année de... Ce sera un peu gribouillage, mais c'est pas grave. Mais voilà. Et ensuite, il y a un autre livre que j'adore, qui s'appelle Nous sommes là, d'Oliver Jeffreys, qui explique la vie sur Terre. En fait, les images aussi, il y a de très belles illustrations. On part de la terre, on part, tu vois, la mer, la montagne, ce qu'il y a dans l'eau, ce qu'il y a dans le corps humain, de quoi il se compose, etc. Et en fait, à un moment donné, on arrive sur une double page où tu as plein de profils différents. Donc, tu as le papa en fauteuil roulant, tu as la personne malvoyante avec une canne. Et donc, en fait, tu as plein de représentations des différences du handicap. Et ça, je trouve que c'est important. La représentation qu'on s'en fait, sortir aussi du cliché. C'était Clara Fabiani, qui est une jeune femme sourde, qui me disait que avoir un handicap, ce n'est pas ne rien faire. C'est faire des choses différemment. C'est compenser avec des outils qui vont nous permettre de t'entendre, qui vont permettre d'être compris par les autres, de communiquer aux autres. C'est tout ça qui est important lors des lectures, lors des rassemblements. Tu vois, à un moment donné, on peut sortir du conte de Boucle d'Or et des Trois Ours. Je pense qu'on peut réinventer en fait toutes les histoires qu'on raconte en crèche, même si elles sont imaginaires et tout. Mais je trouve que c'est un moment qui est important pour moi, parce que ça va vraiment structurer ensuite nos enfants et les préparer du mieux possible à la maternelle. Ouais, puis c'est vrai qu'en ce moment, il y a une émergence vraiment sur le handicap, parce que dans le temps, on en parlait moins quand même, c'était pas aussi clair qu'il fallait en parler. Et puis, moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'avais l'impression que c'était une infime minorité qui était handicapée. Exactement. Aujourd'hui, je me rends compte que non, c'est énorme, en fait, le nombre de personnes visibles ou invisibles qui sont dans cette situation où on n'est pas bloqué, on doit juste trouver d'autres façons de faire les choses. C'est pas si petit que ça concerne beaucoup de monde et aujourd'hui on en parle de plus en plus, et notamment dans la petite enfance. Comme je disais tout à l'heure, depuis 2021, on a un référent santé et accueil inclusif, ça s'appelle le RSAI en crèche. Et puis on est beaucoup plus amené maintenant à prendre en compte l'accueil inclusif. Avant c'était une petite reco discrète dans un coin du code de la santé publique. Donc ça émerge beaucoup plus qu'avant. Écoute, en tout cas, le fait de faire un petit rendez-vous avec les parents pour parler de ça, le fait aussi de lire les livres, je mettrai toutes les références des livres que tu as cités dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu as d'autres conseils ? J'avais aussi un point. Effectivement, tu disais en introduction que tu avais très peu de demandes de prise en charge d'enfants handicapés en crèche. Parce qu'en fait, les handicaps ne sont pas souvent détectés, surtout quand ils sont invisibles, ils sont pas détectés en fait dès le tout jeune âge en fait. Donc c'est pour ça. Donc en fait, il y a des enfants qui sont peut-être en crèche actuellement qui ont un handicap et qui le savent pas encore. Bien sûr. Donc en fait, plus tu vas commencer à parler, à comprendre, à essayer d'expliquer le monde et d'expliquer les particularités de chacun, mieux tu vas aussi les préparer à accepter plus tard, leur handicap. Ouais, ça c'est intéressant, tu vois, parce que bien sûr que parfois on a eu des doutes, bien sûr que les handicaps sont pas toujours détectés petits, donc je parlais surtout du visible, parce que l'invisible en fait c'est vrai que souvent on sait pas si l'enfant ça va se déclencher, on va le remarquer plus tard, mais ce qui est parfois un petit peu glissant quoi, comme terrain en crèche, c'est que dès qu'on va être en difficulté avec un enfant, on va dire ça y est, il est autiste, il est ceci, il est cela. Les pros de crèche, c'est pas des psychologues, c'est pas leur job en fait de diagnostiquer un handicap, mais parfois dans la difficulté, c'est le premier truc qui vient sur le tapis, c'est oulala, il faut appeler quelqu'un parce que cet enfant visiblement il a un problème. Et souvent on se trompe parce que peut-être qu'on n'a juste pas bien pris en charge l'enfant, peut-être qu'on n'a pas suffisamment été à l'écoute, et que ce qui nous met en difficulté, c'est une interaction entre l'enfant et nous. Donc ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que
Plutôt que d'essayer de voir si l'enfant il est handicapé ou pas, plutôt que de former les pros à détecter des handicaps, c'est plutôt d'ouvrir le champ et de sensibiliser tout le monde pour que si un jour il est confronté à un diagnostic de handicap, l'enfant, mais en tout cas il en a déjà entendu parler, il a déjà été sensibilisé, c'est peut-être moins un choc, c'est peut-être plus acceptable pour lui. C'est surtout qu'on a déjà raconté des histoires. Ouais, il a déjà une histoire. Donc tu vois, il a déjà des modèles. Il a déjà des storytelling, des modèles, des représentations. Donc en fait, il a moins ce sentiment d'exclusion. Donc c'est plus, tu le prépares à une acceptation, et donc il va être forcément plus confiant en lui. Ouais, mais c'est super important d'avoir une représentation en fait. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et toutes les représentations. Et donc c'est pour ça que Choupi, il est super, hein, mais il n'est pas représentatif. Tu vois, nous, dans les années 80, nos représentations, c'était la petite princesse de la comtesse de Ségur, c'était la petite princesse qui rêvait de son prince charmant. Donc, nous, forcément, quand tu grandis avec ces représentations, c'est plus compliqué après, quand tu sors des clous, quand tu ne ressembles pas à cette personne. Et ça, c'est hyper important. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir des ouvrages. Tu vois, en livre jeunesse, il y a de plus en plus d'éditions qui éditent des livres dits inclusifs, qui sortent des clichés et qui montrent en fait toutes les histoires et toutes les représentations. Donc, il faut s'en saisir. En tout cas, Céline, j'ai été vraiment hyper heureuse de t'avoir sur le podcast. Est-ce que en cette semaine du handicap, il y a quelque chose qu'on peut souhaiter particulièrement ? C'est toujours un peu la problématique des semaines du handicap ou la journée du handicap pour sensibiliser. On aimerait qu'il n'y ait pas ces semaines-là pour sensibiliser et que tout le monde soit sensibilisé, soit ouvert. Moi, ce que j'aimerais effectivement, c'est que tous les parents en parlent à leurs enfants. Quand les enfants ils rentrent de la crèche, de la maternelle, des institutions, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a troublé ? Est-ce que tu veux en discuter ? Ou sur les photos de classe ? Enfin, je pense qu'il faut vraiment ouvrir le dialogue et en parler avec les enfants dès le plus jeune âge et leur expliquer le pourquoi des choses. Pourquoi cette personne est en fauteuil roulant ? Pourquoi cette personne a une canne ? Pourquoi cette femme a une main plus petite que l'autre ? Et vraiment de leur expliquer et de tourner en fait presque un jeu, de mettre des mots d'enfant, de jouer avec l'imaginaire. J'aimais mettre des mots d'adulte, parce que l'adulte a toujours cette angoisse, il a toujours cette peur. Donc, il faut vraiment mettre des mots d'enfant, d'imagination, et surtout d'expliquer et de prévenir ces enfants que quand ils voient un enfant, et ça c'est très important, quand ils voient un enfant qui est à l'écart dans la cour de récréation, qui joue tout seul, d'aller le voir, lui faire un sourire, lui dire coucou, lui dire bonjour. Et franchement, ça, honnêtement, si on arrive à faire ça aujourd'hui avec nos enfants, je pense que le monde de demain sera déjà un peu meilleur. Ce sera mon mot de la fin. J'adore ton mot de la fin parce qu'en plus, moi, j'ai toujours demandé à mes filles de faire ça. Je leur demande régulièrement. Il n'y a pas un enfant qui est tout seul à l'école, ça va ? Et en tout cas, je pense qu'on pourrait tous offrir, par exemple, le livre dont tu parlais, Main oiseau, pour Noël, par exemple. Et que même si on ne connaît pas de personnes handicapées dans notre entourage, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler à nos enfants. Donc, merci pour ce message. Ça m'a apporté vraiment des éclairages. Je te souhaite plein de succès dans ton monde du podcast. J'adore ton podcast. Et j'invite tous les parents. Je disais tout à l'heure, c'est pas un podcast pour les tout petits enfants, mais plutôt pour les grands frères, grandes sœurs. Donc, j'invite tous les parents qui écoutent le podcast à l'écouter avec leurs enfants. Ils vont adorer. Merci beaucoup, Anne. Merci, Céline. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.